Bon matin, François. Salut, Merci d'être avec nous. ça fait plaisir. Donc, un autre podcast, chacun dans notre salon. Ouais, ben oui, effectivement, on fait avec ce qu'on a. Puis, tu as un bon setup parce que, justement, tu t'es mis à faire du contenu. Fait que tu as une caméra, puis on voit l'arrière-plan avec les plantes en arrière. Fait que tu commences à avoir l'habitude de parler devant un micro. Ben oui, par la force des choses, j'aime pas ça nécessairement me trouver devant la caméra. Je suis plus du genre à être derrière la caméra. Mais la situation étant que dans notre cas, on n'a pas été capable, on peut pas faire nos ateliers habituels, nos conférences, des choses comme ça. Donc, il a fallu que je me revire de bord et que je transforme mon salon en mini-studio de capsule vidéo. Mhm. Puis je pense que la réponse est super bonne. Jusqu'à maintenant, comme je te disais, juste avant de commencer à enregistrer, là, ta chaîne YouTube, là, ça va être sur ma liste là, parce que je vais passer sûrement au travail toutes tes vidéos parce que tu fais des vidéos pour présenter les bases du jardinage et de l'agriculture. Mm-hmm. Et justement, en ce moment, là, c'est le printemps, on est dans tout le monde est un peu dans cette ambiance-là, puis on a envie de faire pousser des choses à la maison. Est-ce que le guide que vous offrez sur votre site web, là, c'est aussi un outil que vous avez développé dans les dernières semaines? Non, c'est drôle parce que c'est un des premiers projets qu'on a fait dans le cadre de la Brouette, où on a proposé à la ville de Trois-Rivières, dans le cadre d'un programme de subvention de développement social, la rédaction d'un guide parce qu'on se rendait compte que les gens, souvent avec beaucoup de bonne volonté, voulaient démarrer des projets de potager dans leur milieu, que ce soit des citoyens, des organismes communautaires, des écoles, même des entreprises. Puis on se rendait compte que souvent, il leur manquait certaines bases pour l'aménagement du potager. Donc, on a eu un bon financement de la ville de Trois-Rivières qui nous a permis de mettre les 2000 heures qui ont été nécessaires à la rédaction de ça. Le guide est rédigé pour la ville de Trois-Rivières, mais je te dirais que 99% des informations peuvent être utilisées partout. C'est juste on fait par exemple référence à des ressources locales, des règlements municipaux, mais à ce moment-là, les gens peuvent vérifier auprès de leur municipalité ou des commerces dans leur coin pour ces parties-là. Wow. C'est 2000 heures de travail derrière le guide? Ben, probablement, oui, ça doit ressembler à ça. Wow, OK. Mais je pense que c'est important que les gens. Je suis tellement reconnaissante d'organismes comme le vôtre qui rendent accessible des idées et de la connaissance pour les gens à la maison. Puis, comme tu dis, je suis sûre que ça s'applique partout ailleurs au Québec puis que les gens vont être fascinés de découvrir cet ouvrage-là qui couvre, je pense que c'est 175 pages, hein, le guide. Oui, à peu près. Offert en plus gratuitement. Les gens peuvent faire un don. J'en ai fait un hier. J'étais super contente de le faire parce que, justement, je regardais le guide. Il est tellement bien fait. Puis je me disais, justement, wow, il y a tellement de travail derrière ça. Puis en fait, j'imagine que ça a pris 2000 heures le rédiger, mais il y a des années d'expérience derrière. C'est justement ce que j'allais dire tantôt. C'est probablement ça, peut-être à peu près 2000 heures, mais il y a quand même 20-25 ans d'expérience en jardinage derrière. Et surtout beaucoup d'erreurs. Oui, c'est ça, exactement, de résumer ce contenu-là de manière si précieuse parce qu'il y a encore plus d'initiatives qui ont été faites et testées. C'est comme là, tu as distillé l'essence de ton travail. Puis même encore, tu commences le guide en disant que ça c'est pas exhaustif parce qu'il y a encore plein d'autres choses à découvrir. Fait que je pense que c'est un travail en continu qui ne va jamais finir. Apprendre. Ouais. C'est ça. Je pense que le jardinage, comme plein d'autres choses dans la vie, mais c'est vraiment le travail d'une vie de devenir jardinier. Moi, ça fait au-dessus d'une vingtaine d'années que je jardine par passion. Mais d'année en année, j'ai l'impression d'en connaître de moins en moins, paradoxalement, parce que je découvre tout le temps des nouvelles méthodes, des nouveaux trucs, des nouveaux légumes, des nouvelles manières de faire. Donc, c'est vraiment un, un environnement où on apprend au quotidien. Puis en plus, on est en contact avec la vie, avec l'environnement, les plantes qui poussent. Donc, c'est génial. Puis c'est surtout une belle leçon d'humilité parce qu'on ne contrôle pas tout, on ne sait pas tout. Puis, il faut être patient. Puis, des fois, comprendre que on n'a pas le contrôle sur les insectes ou, par exemple, cette semaine à Trois-Rivières, on a eu une tempête de grêle. Heureusement, il y a peu de choses au jardin, mais c'est le genre de trucs qu'on ne contrôle pas. Donc, on doit des fois se plier aux caprices de Mère Nature. C'est une belle Tempête leçon. de grêle
en avril. T'sais, pour que les gens qui nous écoutent peut-être dans quelques temps, là, c'est ça, de mettre le time frame, c'est que c'est encore plus inusité, j'ai l'impression, à ce temps-ci de l'année. C'est ça. C'est bien de pratiquer le laisser aller plein permanence. Ben, écoute, c'est une belle, c'est un beau défi pour l'humain derrière le jardinage d'avoir à apprendre à être patient. On ne peut pas tirer sur la carotte pour qu'elle pousse plus vite, donc il faut y aller à son rythme, il faut faire avec les éléments. Il y a des affaires des fois qu'on va faire des erreurs, on va se reprendre et essayer de faire mieux l'année d'après. Oui, c'est absolument fascinant. On a reçu Sarah Anne Nagui qui a fondé une boutique végétale, enfin, à vendre des plantes d'intérieur. Puis je lui disais que la plus grande leçon que j'avais apprise grâce à m'occuper de plantes d'intérieur, c'était aussi de prendre plus soin de moi, de mieux prendre soin de moi puis d'être plus patiente parce que on se rend compte qu'une plante, c'est vivant. C'est aussi simple que ça, c'est vivant. C'est pas juste décoratif. Ça a une vie en ça a des besoins, puis deux plantes, une à côté de l'autre, vont pas réagir de la même façon, puis ça nous oblige à être observateurs, puis à réaliser que, c'est ça, il faut prendre soin jour après. C'est des petits soins jour après jour qui font une différence, c'est pas juste quelque chose de grandiose une fois qui va faire que la plante va bien se porter. Non, c'est ça. Effectivement, c'est pas... souvent, les jardiniers débutants s'imaginent qu'ils ont fait leur semis puis qu'ils peuvent attendre relaxer pendant tout l'été pour avoir une récolte en fin d'août au début septembre, mais malheureusement, c'est pas le cas. Produire de la nourriture, ça demande quand même beaucoup d'efforts, de temps. On le voit, là, c'est avec les enjeux de main-d'œuvre agricole, c'est pas facile de produire de la nourriture. Ça demande quand même de l'énergie puis des efforts. Mais il y a quand même des moyens de rendre ça plus facile. Puis notre rôle en tant qu'organisme, c'est beaucoup justement d'accompagner les gens pour qu'il y ait des fois des méthodes de jardinage qui sont peut-être un peu plus adaptées à nos rythmes de vie. Toujours en gardant ça dans le plaisir aussi. Là, ce qu'on veut pas, c'est que ça devienne un fardeau. Là. Souvent, on voit les débutants qui commencent avec un immense jardin, ils se ramassent avec une culture de mauvaises herbes. On dit aux gens de commencer plus petit puis d'avoir un jardin qui est productif puis qui est bien entretenu plutôt que d'essayer de vouloir nourrir toute sa famille dès la première année. C'est vrai, moi, ça a commencé avec une ou deux plantes. Puis une fois qu'on comprend que ça marche bien une fois, bien là, il y a certains enthousiastes qui se créent, fait qu'on en a une de plus, une de plus, une de plus. Puis même chose avec les bacs de jardinage sur le balcon. T'sais, on commence avec on met les classiques du persil, du basilic. Oui. Puis là, l'été d'après, on rajoute des couches. Mais c'est intéressant, comme tu dis, le rapport au style de vie puis l'importance de la patience parce qu'on a l'habitude maintenant que tout nous arrive rapidement. On cherche toujours des façons d'accélérer les choses. Puis le jardinage, on est enthousiaste au début, on a hâte de planter des graines puis on veut le résultat à la fin, mais toute la job, là, comme toute l'expérience, c'est entre les deux. Là, puis c'est des semaines et des semaines de travail en continu. Mm-hmm. Puis si on ne l'a jamais vécu, on ne réalise pas tout le travail. Fait que j'ai l'impression qu'une valeur du jardinage aussi, c'est une fois qu'on fait pousser nos propres choses, on devient encore plus en amour avec les gens qui nous offrent des aliments à l'année longue. T'sais. Ah oui, tout à fait. Puis c'est ça. Puis ce qu'on mange, bon, première des choses, souvent les gens, ils s'imaginent, bon, ce qu'ils veulent tout de suite, c'est d'avoir des légumes savoureux, bio, des choses comme ça. Effectivement, quand tu sors une carotte de terre, tu l'essuies sur tes jeans, tu la manges tout de suite, ça n'a rien à voir avec ce qu'on achète à l'épicerie. Mais c'est ça, on se rend compte de la valeur et de l'importance. C'est quand même quelque chose idéalement, qu'on doit faire 3 fois par jour de manger. Donc, c'est des enjeux qui sont près de nous, avec lesquels, sur lesquels on peut avoir un certain contrôle si on se met à jardiner. Puis, c'est ça, comme je disais tantôt, on ouvre un monde de découvertes. Après ça, on s'intéresse à la croissance. C'est quoi la photosynthèse? Tiens donc, j'ai des insectes. C'est-tu des bons insectes qui vont m'aider pour la production de mes fruits et mes légumes ou c'est des ravageurs? Donc, effectivement, on a développé notre sens d'observation puis surtout l'émerveillement aussi. Là, ça devient un jeu avec les enfants de jardiner. C'est souvent génial parce que nous autres, on l'a vu dans plusieurs, entre autres, je pense à certains CPE qui ont aménagé des petits potagers. Puis les enfants ne voulaient pas manger des haricots, mais parce que là, c'était les haricots qu'eux avaient semés. Là, ils ramassaient les haricots puis les mangeaient crus. Même chose avec les petites tomates cerises, des choses comme ça. Donc, ça devient une belle porte sur
un mode de vie plus sain, une alimentation, une compréhension des enjeux de la production de nourriture aussi. Là. Donc, c'est des enjeux sociaux qui sont importants. J'imagine, c'est pour ça que vous, la Brouette, vous êtes dans le domaine de l'agriculture urbaine, mais il y a aussi l'éco-citoyenneté qui est jointe à ça parce que justement, c'est presque indissociable. Une fois qu'on se met les mains dans la terre, il y a un sens beaucoup plus profond que juste l'acte mécanique de faire un jardin. Oui, bien effectivement, parce que c'est intimement lié. Quand on parle d'éco-citoyenneté, c'est notre rôle en tant que citoyen, en tant qu'individu, mais en tant que collectivité aussi, de changer des comportements, des manières de faire pour avoir un environnement plus sain. Donc, ça va à réduction de la consommation, réduction de production de déchets. Donc, on a beaucoup d'ateliers sur le zéro déchet, notre impact sur l'environnement. Donc, le jardinage en est une partie où outre la production de légumes, réduction des îlots de chaleur, les eaux de ruissellement, verdir l'environnement, rendre ça plus beau aussi. C'est tous des facteurs qui sont importants au niveau social. Puis, on a un rôle en tant que partie prenante d'une société d'être capable de s'engager dans ces éléments-là. On trouve ça important. Oui, je pense que c'est vrai que ça commence, c'est beau de voir ça, de dire ça commence avec le plus petit pas, tu sais, peut-être de juste quelqu'un qui n'a jamais fait de jardinage, de juste commencer avec une fine herbe, puis juste ça, le plaisir de la sentir, de la voir pousser, de la mettre dans sa nourriture, ça fait qu'après, moi, j'essaie de moins gaspiller aussi, là, parce que quand tu vois tout l'effort qu'il y a derrière, puis la beauté de faire pousser une plante, même les feuilles moches, on essaie de les manger, puis on dirait que même après, si on a à consommer, tu sais, des biens d'épicerie, ben on réfléchit à l'histoire derrière, puis on essaie de le valoriser autrement. Tu sais. Fait que je pense que ouais, c'est une source d'apprentissage incroyable. Fait que est-ce que, dans le fond, tu parlais que ça fait des années que tu es dans le jardinage. Est-ce que tu sens que tu es toujours quelqu'un qui avait le pouce vert? Comment tu as commencé à jardiner, en fait? J'ai commencé à jardiner jeune. Je passais mes étés avec mes grands-parents à leur chalet. Ma grand-mère nous faisait désherber son jardin. J'haïssais ça pour mourir. C'est de la bonne main-d'œuvre. Oui, c'est ça, effectivement. Fait que si on voulait aller se baigner dans le lac, il fallait passer une petite demi-heure ou une heure à quatre pattes dans le jardin pour désherber les petites fèves. Mais je pense que moi, ce qui m'a amené à la nourriture, j'ai toujours été collé à l'environnement. Mais je suis quelqu'un de gourmand à la base, qui adore cuisiner, donc d'être capable de faire pousser des trucs qui sont savoureux, qui sont inusités, des choses comme ça. Donc, puis après ça, de fil en aiguille, je me suis inscrit dans des jardins communautaires. À l'époque, j'étais à Québec. Donc, je me suis impliqué sur les comités. On apprend beaucoup en côtoyant des jardiniers d'expérience. Puis, de fil en aiguille, il y a une passion qui s'est développée, mais je pense que c'était latent depuis plusieurs années. Puis comment s'est passée la transition? Parce que sur ton site web, tu t'expliques qu'en fait, tu venais du domaine de la communication, du marketing. Tu étais anciennement stratège web, puis même propriétaire d'une entreprise manufacturière. Fait que comment s'est passée la transition d'une vie peut-être plus classique de bureau à une vie de jardinier professionnel? Je pense que ce qui est arrivé, ces deux passions-là, j'ai quand même une passion aussi pour la communication, qui était plus mon volet professionnel. J'en suis arrivé à un moment dans ma vie où je pense que des fois, on arrive à des choix où on se dit, est-ce que je veux être vraiment en accord avec mes valeurs, avec ce que j'ai comme essence en tant qu'individu? Puis, il y avait une opportunité ici à Trois-Rivières de fonder un organisme pour venir en aide puis accompagner les citoyens, les organismes dans le démarrage de leur projet. Il y avait un réel besoin. Puis, d'un autre côté, moi, notre rôle, c'est vraiment un job d'éducation, de sensibilisation, de faire passer de l'information. Donc, je combine vraiment mes compétences professionnelles avec une passion qui m'anime depuis longtemps. Donc, je suis comme plus l'impression de travailler parce que je vends des idées qui me sont chères plutôt que, par exemple, de faire la stratégie de marketing pour un site web d'un concessionnaire auto ou d'un fabricant de structures en acier ou des choses comme ça. Là.
C'est vrai, ça n'a pas été une transition drastique. On dirait que ça me fascine toujours de comprendre ce qu'on vit quand on fait le changement entre une vie de bureau classique puis du travail physique, mais tu me fais réaliser en fait que ça a été plus graduel dans ton cas, puis c'est juste à un moment donné, les deux choses se sont rejointes, puis maintenant, c'est harmonieux entre tes compétences puis ta passion pour le sujet de l'agriculture. Exactement. Puis, paradoxalement, là, c'est sûr qu'on est au début du mois de mai, la saison de jardinage va commencer, mais on a quand même une grosse job derrière un ordinateur. Donc, c'est beaucoup de préparation de projets, de communication, demande de subventions, faire des devis, des choses comme ça. Donc, on a aussi, on n'est pas malheureusement, de toute façon, notre été n'est pas si long que ça, mais on n'a pas les pieds dans la terre toute l'année. C'est vrai, puis l'hiver, dans le fond, c'est ça qui est intéressant aussi. J'ai l'impression d'être agriculteur ou jardinier, il y a un style de vie qui vient avec ça. C'est comme, il faut suivre le cycle des saisons. Là, comme en hiver, la vie n'est pas la même. Là, il faut respecter la nature de cette façon-là. Puis notre style de vie va devenir un peu dépendant de la température, en fait. Puis ça aussi, c'est un autre exercice de laisser aller. En hiver, est-ce que c'est justement une saison où vous faites plus de la préparation de vos ateliers, puis de la recherche de contenu, puis de la création de contenu? Exactement. Puis, outre l'intérêt qu'on a pour, entre autres, tout ce qui est l'éco-citoyenneté, ça devenait aussi, nous, à la base, quand on a démarré l'organisme, sachant pas trop comment on sentait qu'il y avait un besoin, mais encore, faut-il être capable d'en faire quelque chose de viable. On se disait qu'en greffant un volet plus mode de vie, le zéro déchet, ces éléments-là, ça allait nous apporter également des activités pendant la saison hivernale. Mais on se rend compte que ces deux sujets-là, quand même, roulent à l'année parce que, par exemple, si on veut développer avec une municipalité, ici en Mauricie, des projets de mise en place de compostage collectif, des choses comme ça, c'est le genre d'affaires qui se fait facilement pendant l'hiver. C'est ça, c'est des projets de plus longue haleine. Oui, exactement. C'est ça. Oui, ça demande de la préparation. Fait à l'échelle d'un individu, un débutant, c'est ça qui est le fun quand j'ai découvert votre organisme, c'est que vous adressez vraiment les bases. C'est ça, quelqu'un qui démarre son premier potager. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que des fois, selon des sujets sur le web, moi, tu sais, j'avais eu l'idée avec Renard d'offrir du contenu éducatif pour apprendre toutes sortes d'activités physiques. Puis justement, moi, je trouve que le jardinage, c'est une belle façon de bouger sans se dire « faut que je bouge puis je dépense des calories », mais le corps bouge de plein de façons puis ça nous nourrit. Mais c'est parce que je cherchais des informations sur comment enseigner un certain sport, puis je trouvais juste des trucs d'élite ou des trucs super précis, techniques, puis on dirait qu'il y avait ce gap-là de dire comment on fait juste commencer quelque chose quand on n'a jamais fait ça de sa vie. Fait qu'un individu, les particuliers qui vous approchent, par quoi on commence? J'ai une amie, elle veut faire son premier potager, mais elle ne savait même pas quelle question demander pour commencer. Fait qu'un débutant qui vient voir François et qui dit qu'est-ce que je peux faire cette année, qu'est-ce que tu leur réponds? Bien, je leur dirais que tout d'abord que le jardinage est super accessible. Ça se fait par du monde, donc il ne faut pas voir ça comme un trop grand défi. Puis tantôt on parlait d'un apprentissage sur une vie, de se mettre la barre trop haute. Première des choses à faire, c'est de voir si dans notre environnement immédiat, on a un endroit qui est propice au jardinage. C'est sûr et certain que si j'habite dans un bloc appartement, j'ai pas de balcon ou j'ai un balcon qui est orienté côté nord ou j'ai jamais de soleil direct, c'est ça, c'est un petit peu difficile de démarrer un jardin. Ou si j'ai accès à une cour arrière ou une cour en avant de la maison, de regarder qu'est-ce qui est le plus propice pour l'ensoleillement, ça va nous prendre de l'eau, des choses comme ça. Donc, prendre conscience de notre environnement, je te dirais que c'est le premier élément important à faire. Après ça, je dirais de regarder c'est quoi nos besoins. Est-ce que je veux simplement avoir des fines herbes pour mettre dans ma salade? Est-ce que je veux faire du canage de tomates en fin de saison? Est-ce que je veux faire découvrir des nouveaux aliments à mes enfants ou je veux faire bouger des personnes âgées, par exemple, dans un CHSLD? Donc, l'objectif de notre jardin, là, ça va nous orienter un petit peu sur quel type d'aménagement je vais faire. Est-ce que j'ai un simple balcon où j'ai de la place pour des petites boîtes à fleurs? Ça va être différent que si j'ai un bon budget, puis je veux faire des bacs, par exemple, qui devront être surélevés pour des gens qui sont à mobilité réduite. Donc,
prendre conscience un petit peu de c'est quoi nos objectifs, c'est quoi le but qu'on veut faire avec notre jardin. Ça, c'est super important. À partir de là, ben là, on tombe dans le volet un petit peu plus agricole, de se dire, bon, ben OK, j'ai de la place j'ai assez de soleil, j'ai de la place pour faire des bacs ou de mettre des gros pots ou même un espace où je peux jardiner en pleine terre. C'est de voir un petit peu comment on adapte nos cultures en fonction de ces contraintes-là qu'on peut avoir autour de la maison ou de l'édifice d'un organisme, par exemple. Mm-hmm. C'est intéressant de clarifier ses objectifs. Puis c'est là que ça devient merveilleux un peu, c'est que peu importe son style ou ce qu'on aime, il y a des espèces végétales, des plantes, des fleurs qui vont nous correspondre. Mm-hmm. C'est un bel exercice, j'ai l'impression, de découverte de soi, de mettre le doigt sur qu'est-ce qu'on aime. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont aimer les choses qui sentent bon. Tu sais, ça peut être une expérience sensorielle olfactive. D'autres, ça va être le look de certaines plantes. C'est ça. Il faut souvent aussi imaginer le potager, si petit soit-il, comme un espace de vie. Donc, par exemple, c'est un beau lieu pour créer de la beauté ou, par exemple, si on fait un projet de plus grande envergure, d'avoir un espace où les gens peuvent se regrouper, faire un barbecue, une épluchette de blé d'Inde. Tu sais, c'est un petit coin lecture, un espace réservé, par exemple, pour les enfants, si on a des enfants, d'avoir leur petite parcelle ou leur petit bac à eux. Souvent, ça devient, bon, ben, si on y pense pas dès le départ, ben, on se retrouve avec des infrastructures qu'on a mis en place qui peuvent être plus ou moins adaptées. On a investi du temps, de l'argent pour mettre ça en place. Puis, si c'est moins adapté, ben, on est obligé de défaire ou de refaire le setup qu'on a. Donc, d'y réfléchir dès le départ, c'est toujours une bonne chose. Mm-hmm. Oui, parce que c'est lourd de la terre. J'ai fait du compost de balcon, puis là, j'ai comme avant qu'il y en ait dans mon quartier à Montréal. Puis j'étais super enthousiaste. Puis là, à la fin, j'avais même pas la force de le déplacer, puis je savais plus où mettre ma terre. Fait que comme tu dis, il y a des fois des choses qu'on pense pas d'avance. Puis que juste de le savoir en amont, j'aurais peut-être eu une stratégie différente. Ou finalement, j'ai eu la chance, je suis allée le domper dans le jardin de mon père à Laval. Mais ouais, je me suis ramassée avec un gros bac de terre, puis je pouvais pas le transporter. Mais bon. Puis sur un petit balcon, comme tu dis, ça limite certains déplacements. Tu sais, c'est un coin que j'ai alloué, que finalement, j'ai réalisé que je préférais peut-être avoir certaines plantes qui se déplacent, puis je puisse venir lire sur le balcon ou travailler. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que souvent, les gens se lancent dans des projets d'envergure parce qu'ils découvrent une passion pour le jardinage. On leur dit souvent de commencer plus petit, puis qu'il y ait une belle récolte dans un environnement plus petit. Ça va être plus motivant que de se retrouver avec le fardeau d'avoir à désherber un jardin qui mesure 30 pieds par 40 pieds pour quelqu'un qui débute. Donc, d'y aller, la notion d'y aller par petits pas, puis d'avoir des succès, ben c'est tout le temps plus intéressant que de se donner une barre, se fixer un objectif trop haut, puis d'être déçu ou d'avoir l'impression que ça devient vraiment un fardeau au quotidien d'avoir à entretenir un jardin. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Puis de voir une progression, quand on parle de patience, là, juste année après année, de se rappeler que si on aime ça, on va apprendre pour une vie entière. Parce que souvent, un cycle d'apprentissage, c'est une saison, tu sais. Fait que là, il faut comme avoir la patience aussi de dire, OK, ben c'est l'expérience de cette année, puis l'année prochaine, c'est ça. En plus, on a tout l'hiver pour y penser, là. Fait que on a le temps de remettre les choses en perspective, de s'inspirer sur le web, puis de se faire un plan de match un petit peu. Oui, c'est ça. Puis quand on parlait d'apprentissage de longue haleine, c'est pas parce que cette année, on a eu ou on n'a pas eu de succès avec tel ou tel légume que l'année suivante, ça va être exactement la même chose. Juste au niveau des aléas de la météo, on va avoir des endroits qui sont très chauds, très secs, qui vont amener certains problèmes ou certaines belles récoltes. Puis l'année d'ensuite, ça peut être froid et humide. Il y a d'autres légumes qui vont mieux profiter de cette situation-là, puis d'autres qui vont moins bien profiter. Donc, il faut apprendre la patience au courant d'une même saison, mais d'année en année, où c'est là où on bâtit notre expertise personnelle à force d'essais-erreurs, puis d'ajuster nos cultures, puis d'être capable aussi de comprendre qu'on ne contrôle pas tout. Mm-hmm. Puis j'imagine qu'il y a des espèces, en fait, qui vont être les plus fructueuses, en fait, avec les années. Tu sais, il y a des espèces
j'imagine, certains arbres fruitiers ou plants que, j'imagine, c'est pas la première année qu'ils donnent des fruits. Non, c'est ça, effectivement. Si on y va, par exemple, dans les arbres fruitiers, souvent, ça va prendre 3, 4, 5, 6 ans, 8 ans, selon les espèces et les variétés à donner. Donc, encore là, il y a une notion de patience qui s'installe dans le vouloir des récoltes tout de suite, mais ça nous ralentit un petit peu dans notre rythme de vie effréné d'être capable de s'adapter au rythme de la nature, finalement. Absolument. Puis de dire, oui, il y a des choses qu'on peut faire pour aider la plante pour qu'elle s'épanouisse mieux, mais il y a des choses qu'on peut juste pas accélérer. C'est comme il y a un rythme aux choses. Puis j'ai réalisé qu'en choisissant, quand tu parlais de clarifier ses objectifs ou ses intentions, que moi, j'ai réalisé qu'il y a certaines plantes que j'aimais justement en fonction de la rapidité à laquelle elles poussent. J'aurais pas pensé à ça avant. J'imaginais comme une plante comme étant quelque chose d'un peu statique, puis ça grandit tranquillement, puis toute grande longueur. Mais je réalise qu'il y a des plantes que, quand tu parles d'émerveillement, comme de jour en jour, on voit des petites différences. C'est fascinant. Puis il y en a d'autres qui sont vraiment plus lentes à pousser. Fait que l'expérience est différente. C'est plus, on dirait qu'elle, je veux la chouchouter, puis comme je prends plus des photos pour voir à travers des mois ou des années comment elle a poussé. Puis j'ai l'impression que les gens aussi peuvent essayer de clarifier comme quel genre de plan ils veulent en termes de volume puis de la rapidité de croissance. C'est aussi un apprentissage en soi. Tout à fait. Ouais. Mon méga coup de cœur, moi, c'est l'année passée, ça a été les épinards grimpants. Oui, épinards de Malabar. Oui. Je pense que j'en ai même pas tant mangé. Je voulais juste les regarder pousser. J'ai l'impression que... Est-ce qu'il y a d'autres espèces comme ça que... Est-ce que vous avez, comme dans le fond, c'est ça, fait que les gens doivent réfléchir à leur espace physique, leurs intentions, le type d'espèce. Est-ce qu'il y a j'imagine qu'il y a des classiques que les gens vous approchent, qui voudraient dans leur jardin. Vous avez-vous comme des recommandations classiques de ce qui est accessible pour beaucoup de monde, à beaucoup d'endroits? Oui, c'est ça. Il y a des légumes qui sont plus faciles que d'autres. Tout souvent, on va parler de tout ce qui est légumes feuilles, donc laitue, bétacarde, le kale, ça pousse bien. Ensuite, concombre, haricots, les radis, ça pousse super vite. Là, on est à début mai. Presque partout au Québec, présentement, on est en mesure, si le sol est dégelé, par exemple, de semer des radis. Les radis, on va avoir ça en 30-35 jours. Donc, c'est le genre d'affaire qui se fait bien. Souvent, c'est ça qu'on dit aux gens, d'y aller avec des légumes qui connaissent bien, puis en tant que le produit, puis d'y aller avec des affaires qui sont plus faciles dès le départ, justement, pour s'assurer d'avoir une réussite puis avoir des récoltes. Ça ne sert à rien pour un jardinier débutant de se dire « Ah, ben là, je vais absolument avoir des artichauts ». Où c'est quand même laborieux à faire, donc d'y aller vraiment avec des affaires plus faciles. Mais ça, souvent, on en parle un petit peu dans notre guide, mais dans les livres de jardiniers qu'on trouve sur le marché, surtout ceux qui sont rédigés par des Québécois, on va avoir des espèces qui sont bien adaptées à notre climat, puis des légumes qui sont quand même de culture assez facile. Mm-hmm. Puis là, il y a l'idée, le calendrier aussi. Oui. De savoir quoi planter quand, puis qu'est-ce qu'on peut commencer à l'intérieur. Comme j'ai fait un appel au public pour des questions, fait qu'on va avoir des questions du public. La première fois au podcast, des questions du public, je trouvais que c'est vraiment le fun. Puis, il y a beaucoup de questions qui tournaient autour des semis, en fait. Mm-hmm. Fait que, tu sais, si on met de côté les plantes qu'on essaie de faire pousser à l'année longue, les semis, normalement, on les commence quand? Ça dépend de ce qu'on a semé. Il va y avoir ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a dans notre potager, on va avoir des plantes qui sont d'origine. On a très peu de plantes qui sont nordiques, en fait. On va avoir des plantes qui sont souvent de climat plus chaud, ou même ça va aller jusqu'à tropical. Par exemple, si on pense simplement à la tomate, botaniquement parlant, est originaire du nord de l'Amérique du Sud. Donc, on peut penser à la Colombie. Ensuite, c'est les Mexicains, les Aztèques qui ont récupéré ces plantes-là, qui les ont amenées au Mexique. Donc, qui ont développé les variétés qu'on connaît à la base de ce qu'on a.
Donc, on a des plantes tropicales dans notre potager. On va avoir des plantes qui sont plus subtropicales, puis il y en a qui vont être de climat un petit peu plus froid. Donc, au niveau des semis, ça va être très, très différent. Il y a des espèces qui sont adaptées à notre climat, qu'on va pouvoir semer, par exemple, on parlait des épinards, qu'on va pouvoir semer, même s'il y a encore quelques risques de gel. Si on prend la tomate, par exemple, qui est habituée à avoir une température chaude à l'année, c'est pour ça qu'on est obligé de la démarrer 6 à 8 semaines à l'intérieur avant de la transplanter au jardin. Des concombres, origine quand même plus chaud qu'ici, mais ça pousse quand même relativement vite. Ça va être 3 à 4 semaines avant les risques de dernier gel. Donc, c'est vraiment important de se munir d'un calendrier de semis qui est adapté à sa région, parce que le climat à Montréal est différent, par exemple, de la Côte-Nord. Il va y avoir une différence peut-être de 3 semaines à 1 mois au niveau de la culture, donc il faut s'adapter. Puis bien sûr, lire ce qui est marqué sur les enveloppes de semences, parce que, par exemple, des carottes, ça sème directement au jardin. On ne peut pas démarrer ça à l'intérieur. Ah, je savais pas. J'ai jamais essayé de faire pousser des carottes, il faut dire, là. Mais oui, comme tu dis, des fois, on a peur de ne pas en faire assez, fait qu'on va mettre plein de graines dans un pot, mais s'il y a trop de plants qui réussissent à pousser, finalement, ça nuit plus que ça sert la plante, là. Oui. Oui, mais ça revient encore une fois, c'est de manière à observer son environnement, la température. Tu sais, je pense qu'on vit dans une société où on est tellement habitué, comme on climatise une bonne partie de l'année, on chauffe une autre. Tu sais, on essaie de garder toujours nos environnements au même niveau de confort et de température. Puis là, il faut se forcer à observer la saison. Puis même si, j'imagine, tu sais, même s'il y a des guides par région, les aléas de la météo d'année en année ne seront jamais les mêmes. Fait que la clé, finalement, c'est de sortir sur son balcon, dans sa cour, puis de ressentir les choses, tu sais. Pour porter un jugement, prendre une décision. C'est ça, puis de rester informé. Bon, donc, d'avoir le calendrier. Mais on s'entend, par exemple, si à Trois-Rivières, on va tout le temps parler des derniers risques de gel, c'est fin mai, début juin, mais c'est des statistiques. Donc, tu sais, la statistique, c'est fait d'une moyenne d'extrêmes. Donc, on pourrait toujours voir début juin un gel très, très tardif. Les gens pourraient avoir sorti leur plant de tomates ou repiquer leur plant de basilic au jardin. Puis, malheureusement, si la température descend en bas de zéro, on va tout perdre ce qui est plantes qui sont sensibles au froid. Ça fait partie de la game. Tantôt, je parlais de lâcher prise et d'humilité. Ben, ça serait un bel exemple. Mais on essaie tout le temps de se donner un tampon là, où on se donne peut-être une semaine, 10 jours après la date statistique des dernières années pour s'assurer d'avoir du succès et pas être obligé de recommencer comme travail à l'intérieur. C'est vrai, parce que si on fait des semis dans le fond à l'intérieur puis qu'ils poussent bien, si on attend une semaine de plus avant de les mettre au jardin, la plante, si elle va bien, ça va être correct, elle va juste peut-être moins bénéficier des conditions extérieures, peut-être pousser un petit peu moins vite, mais au final, elle va finir sa croissance comme il faut à l'échelle des semaines, tu sais. Effectivement. Dans le cas d'une semaine, pas de problème. Quand les gens commencent leur semis 3 ou 4 semaines avant la date qui est prévue, par exemple, là, de ce temps-ci, on voit des jardiniers débutants qui ont des plantes de concombres, qui ont une dizaine de feuilles, qui commencent à faire des fleurs. Les feuilles du bas vont commencer à être jaunes parce qu'ils ont semé à l'intérieur début mars. Ces plants-là vont être stressés, là. Donc, on dit tout le temps que c'est mieux de démarrer un petit peu plus tard que de démarrer trop tôt. OK. Parce que le plant, il veut continuer de grandir, puis là, il n'y a plus l'espace qu'il lui faut. C'est ça qui fait qu'il va être stressé. Exactement. Puis, par exemple, si je garde l'exemple du concombre, bien, si le concombre il se met à mettre des fleurs, c'est parce que le plant, il comprend qu'il n'y a plus de place pour faire ses racines. Il ne pourra pas aller chercher plus de nutriments pour être plus gros. Donc, il tombe en mode de reproduction. Donc, il se dit, je ne peux pas devenir plus gros. Je vais commencer à faire des fleurs parce que biologiquement, les plantes sont là pour se reproduire. Ils ne se disent pas, on va nourrir les humains. Fait que le concombre, lui, ce qu'il veut faire, c'est faire des fruits pour être capable d'avoir des graines pour qu'il y ait une descendance, finalement. Donc, s'il y a un plant de concombre qu'on a démarré à l'intérieur trop tôt, il est rendu qui fait des fleurs en masse, ben c'est souvent un signe qu'on l'a peut-être parti un petit peu trop tôt. Quand on veut les repiquer au jardin, on les veut finalement dans leur meilleur élan de croissance et non pas dans un stade où ils sont stressés.
C'est intéressant. Puis on voit en arrière-plan, pour ceux qui écoutent en vidéo, on voit un setup, il y a beaucoup de lumière, là, fait que j'imagine, à contre-jour, j'imagine que c'est un setup avec de la luminosité artificielle puis des racks de semis. Oui, il y en a deux, là, j'en ai plus dans une autre pièce, mais là, oui, c'est là où je parle, les semis les plus petits sont là. Fait que pour quelqu'un, justement, qui va commencer à se partir des semis à la maison, c'est quoi le kit de base en général les éléments un peu les essentiels qu'on doit prendre en considération pour commencer à faire des semis? Calendrier. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Donc, moi, c'est par exemple, pour la région de Trois-Rivières, j'étais en mesure de voir, bon, OK, c'est les haricots, on plante ça directement en pleine terre après les derniers gels. Donc, dans notre cas, ça va être début juin. Les tomates, je vais planter ça à partir de la mi-mars jusqu'à la mi-avril. Donc, ça, c'est un outil qui est essentiel. Donc, si vous faites une recherche sur Internet, c'est de trouver ce qu'on appelle notre zone de rusticité. Donc, c'est la réalité climatique de Montréal ou de Trois-Rivières ou de Gaspé qui sont différentes. Donc, on va savoir nos dates. Et après ça, c'est de se trouver un calendrier qui est adapté à ça. Après ça, ça prend des semences. Semences, idéalement, on travaille avec les semenciers québécois. C'est ce qu'on privilégie. Donc, des petites entreprises, c'est des artisans qui produisent des semences qui sont adaptées à notre climat. Donc, si par exemple, on achète des fois des semences en grande surface, ils peuvent être produites, je ne sais pas moi, au Texas ou en Floride parce que ça se fait facilement là-bas, mais les variétés sont peut-être moins adaptées à notre réalité climatique ici. Donc, travailler avec les semences québécoises, toujours une bonne idée. Avoir un bon terreau. Pour la germination, le terreau, ça n'a pas besoin d'être riche, il faut que ça soit super léger. Donc, il y a des terreaux qui sont spécialement conçus pour ça. Avoir un petit peu de patience, puis de la lumière. Il faut comprendre que des plantes, leur principale source d'énergie, c'est la lumière. Donc, si on n'a pas de fenêtres qui sont orientées sud, c'est difficile. À ce moment-là, on peut se tourner vers de l'éclairage artificiel pour leur donner un maximum de lumière. Est-ce qu'en termes d'humidité, c'est un facteur clé aussi? Parce que ça, c'est un truc que j'avais jamais eu à observer avant, le taux d'humidité de mon appartement. Là. Il y a certaines plantes, tu sais, comme les fougères, moi, je sais pas pourquoi ça marche pas chez nous, là, mais fait que, au niveau des semis, est-ce que l'humidité, c'est aussi clé que la lumière? Au niveau de l'humidité, ça va être important, surtout au niveau de la germination. Mais là, les graines sont dans le terreau, donc ils n'ont pas besoin de lumière. Puis souvent, si on va avoir un plateau ou un plateau avec un dôme transparent par-dessus qui conserve quand même bien l'humidité, ou si on démarre dans des contenants recyclés là, qu'on a récupérés dans le bac à recyclage, c'est simplement de mettre un plastique par-dessus pour conserver l'humidité. Après, quand les germes sont sortis, donc là, il va y avoir les premières feuilles qui vont sortir, là, la photosynthèse doit embarquer. Le taux d'humidité, peut-être là, est peut-être un petit peu moins important, puis on comprend que nos plantes vont être à l'intérieur quelques semaines seulement. Ils vont se rendre à l'extérieur là, assez rapidement. Donc, ce n'est pas nécessairement des enjeux super importants, l'humidité ambiante dans la maison. OK. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions clés que les gens vous posent par rapport au semis ou comment dire, des choses qu'on ne sait pas. Fait que, des erreurs communes que vous voyez se répéter? Je l'ai mentionné. Au niveau de la germination, les gens souvent vont être portés à mettre leur contenant dans lequel ils ont mis du terreau et les semences sur le bord d'une fenêtre ou en dessous d'éclairage. La graine est sous la terre, donc elle n'a pas besoin de lumière. Ce qu'elle a besoin, c'est de la chaleur. Donc, souvent, lors de la fenêtre, ça va être plus frais en raison de la conductivité du verre. Donc, c'est une mauvaise place pour faire de la germination. On est mieux de mettre ça, par exemple, dans la cuisine où souvent c'est un petit peu plus chaud. Puis, à la limite, ça peut être dans les armoires, sur la tablette du haut où la chaleur monte. Ça va être mieux pour la germination que de mettre ça sur le bord de la fenêtre. Quand les germes sont sortis, là, c'est différent. Là, il faut vraiment que c'est la photosynthèse qui embarque. Donc, ça prend de la lumière. Ça, c'est un des éléments.
Ensuite, dans les affaires que les gens peuvent se poser comme question, le nombre tu parlais tantôt de nombre de semis dans un contenant. Donc, on a à essayer de les distancer un petit peu parce que parfois, on va avoir à les repiquer. Donc, le repiquage, c'est de prendre... Tu me donnes 30 secondes? Oui. Donc, ici, j'ai semé, par exemple, des plants de tomates. J'en ai une douzaine là, sont vraiment dus pour être repiqués. Donc, les tomates, c'est des légumes qu'on garde longtemps à l'intérieur. Ça va être 6 à 8 semaines. Là, j'en ai dans un contenant unique, donc ils sont tous ensemble. Je vais avoir à les repiquer. Donc, si j'en avais mis 70 là-dedans, c'est assurément, je vais abîmer mes plants. Là, je vais être encore capable, avec une petite cuillère, de les sortir un par un et de les repiquer dans un contenant un petit peu plus gros où je vais mettre un plant de tomates pour qu'ils puissent profiter jusqu'à temps que je le transplante au jardin. Donc, être capable de regarder un petit peu là, la densité du semis à l'intérieur. Je dirais que c'est aussi un des éléments que les gens ne prennent pas le temps de faire comme il faut. Souvent, on va voir, les gens vont avoir une enveloppe de semences, puis ils vont mettre ça toute l'enveloppe dans une barquette de champignons qu'ils vont réutiliser pour faire des semis. C'est un petit peu plus difficile à gérer. Ouais. Puis si ça pousse, c'est le fun. C'est ça, on est émerveillés, mais la gestion de ça après, la plante, elle, c'est pas optimal pour elle. D'être toute coincée, puis les racines, ouais. Puis comme tu disais, ces indications-là, c'est encore une fois, ça amène à la patience puis être consciencieux parce que chaque plante a ses besoins, fait que de vraiment lire l'enveloppe parce que c'est des indications de base en général qui vont être écrites par comment tu disais, les semenciers? La profession qui... Exactement. Puis là, une fois qu'on transfère à l'extérieur, nous, on est à Montréal, on est dans un contexte urbain, on est au 2e étage, donc les espaces qu'on a, c'est nos balcons, on a la chance d'en avoir 2, puis on a quand même une bonne luminosité à l'avant. Fait que j'imagine que les scénarios, soit les gens qui ont de la terre là, au sol, ou soit c'est des contenants, fait que ça doit être les 2 scénarios assez habituels. Fait que si on commence avec le premier scénario avec les bacs, est-ce qu'on peut faire pousser pas mal n'importe quoi dans n'importe quel genre de contenant? Comme moi, j'achète des fois des trucs à friperie ou tu sais, je regarde pas toujours si c'est troué ou pas. Fait que est-ce qu'il y a des recommandations de base sur dans quoi on fait pousser les choses quand on n'a pas accès au sol directement? Oui. Bien, dans les contenants, c'est effectivement à peu près presque tous les grands contenants peuvent être utilisés. Tu l'as mentionné, l'importance d'avoir des trous dans le fond. Donc, c'est s'assurer d'être capable d'évacuer un surplus d'eau. Puis un des éléments qu'on dit tout le temps, puis ça vaut pour les petits contenants ou les gens qui se font, par exemple, des gros bacs en bois qui sont sur pied, c'est de choisir des terreaux de qualité. On va passer des heures et des heures pendant la saison à entretenir nos légumes. Puis, si on n'a pas un bon terreau, bien, on va mettre tous ces efforts-là puis ce temps-là pour des récoltes qui vont être très, 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 très faibles. Donc, si vous voyez de la terre devant votre supermarché à 99 cents le sac, posez-vous des questions. Je pense que l'investissement en argent pour avoir un bon terreau à la base vaut amplement le 3 ou 4 $ de plus pour le sac pour avoir une récolte, surtout en comptant le nombre d'heures, puis d'énergie, puis de patience qu'on a pour produire des légumes. Donc, d'y aller avec un terreau qui est de bonne qualité et qui est adapté à la culture que vous faites. Donc, si vous allez en centre jardin, puis vous dites, ben moi, je veux jardiner dans des contenants, ils vont vous donner un terreau qui va être plus léger, qui va mieux garder l'humidité qu'un terreau, par exemple, si on voulait jardiner en pleine terre, qui va être probablement plus dense un petit peu, mais qui va être plus lourd, qui va moins garder l'humidité ou qui va trop garder l'humidité où il y a des risques de pourriture des racines. Donc, s'informer avec des spécialistes pour avoir quelque chose qui est adapté à votre culture. Au niveau des contenants, il faut penser que plus les contenants sont petits, plus ils vont sécher vite. Donc, plutôt que d'avoir, si vous avez l'espace pour une vingtaine de petits contenants, ben c'est peut-être plus d'essayer de trouver des contenants qui sont un petit peu plus gros. Ça pardonne plus au niveau de l'entretien
que d'avoir plein de petits contenants où c'est peut-être plus difficile de faire l'arrosage puis le suivi au quotidien, surtout si vous avez un rythme de vie où vous n'avez pas nécessairement la petite demi-heure le matin, prendre votre café tranquille, à regarder si ça manque d'humidité ou des choses comme ça. Donc, d'y aller avec des contenants qui sont peut-être un petit peu plus grands. Il y a des plantes qui sont très exigeantes. Donc, par exemple, si on pense à toute la famille de la tomate, poivron, aubergine, après ça, les concombres, c'est des plants qui vont avoir besoin de gros contenants parce qu'ils vont avoir un système de racines très, très fort, ils vont avoir besoin de beaucoup de nutriments. Donc, c'est peut-être illusoire de vouloir faire pousser, par exemple, un plant de tomates dans une boîte à fleurs. On a juste des boîtes à fleurs, mais on va y aller avec des plantes qui sont moins exigeantes. On pourrait y aller, par exemple, avec certaines fines herbes, de la bétacarde, de la laitue, à la limite peut-être des haricots. Donc, il faut être capable de voir un petit peu ce qui est possible de faire dans l'espace, les contraintes physiques qu'on a là, pour les plantes. Puis de laisser de côté des fois nos... Oups, excuse-moi. Oui, vas-y. J'allais dire de laisser de côté nos soucis esthétiques parce que j'ai réalisé aussi avec les plantes que des fois, on a un plan dans notre tête de dire « Ah, il me faut une plante à tel endroit dans mon appartement, ça va être beau, mais la luminosité n'est pas bonne, puis la plante qu'on veut mettre là, elle ne marche pas là. » tu sais, puis... Tout à fait. Ça, c'est des éléments auxquels, quand j'en parlais tantôt au tout début, d'observer notre environnement, c'est quoi la réalité? Si j'ai juste du soleil en fin d'après-midi à partir de 3 heures, puis je vais avoir du soleil jusqu'à 7-8 heures en début d'été, mais en fin de saison, ça va être encore plus court que ça parce que le soleil se couche plus tôt. C'est pas nécessairement une bonne idée de se dire « Ah, je vais faire pousser des légumes qui ont vraiment besoin de chaleur puis de gros soleil, comme des tomates ou des aubergines. » C'est peut-être mieux d'y aller avec des variétés de légumes qui ont besoin de moins de chaleur. Des fois, on est têtu puis on essaye quand même. Puis il faut le faire, puis on le voit de nos yeux que la plante n'est pas épanouie. Tu sais. Exactement. Puis là, c'est de voir aussi, tantôt, je parlais ça prend plusieurs années pour développer son expertise. C'est-tu juste une question d'ensoleillement ou c'est une question de terreau ou peut-être que j'ai mal fait mon arrosage ou il y a peut-être eu des insectes, des choses comme ça. Donc, c'est pas une expérience unique, une saison qui doit faire foi de tout, mais il faut quand même être capable d'être conscient de cette démarche-là. On peut tester des trucs, c'est super bien, puis c'est souvent de même en faisant des erreurs qu'on apprend le plus parce que là, ça nous marque plus l'esprit, mais de l'essayer à quelques reprises d'année en année sans être trop têtu. Puis en regardant ce qui se passe, c'est effectivement des belles expériences à faire, mais toujours en gardant des objectifs réalistes. Si dire, j'ai juste 4 heures de soleil, je vais essayer de faire pousser des tomates, sachant fort bien que ça prend 8 à 10 heures de soleil pour des tomates, on peut l'essayer, mais il ne faut quand même pas se forcer à c'est ça. On peut l'essayer, mais il y a des principes de base à respecter en général qu'il n'y aura pas de miracle, vraiment. Oui, mais c'est bon, les gens qui aiment la résolution de problèmes, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point l'agriculture, c'est complexe. Il y a tellement de facteurs qu'il faut avoir un esprit d'expérimentation. J'aime ça, j'avais réalisé que le baseball, que c'était pareil. On rit beaucoup du baseball. Des fois, on dit « Ah, c'est pas un sport, c'est tellement lent », mais en fait, c'est comme pour savoir quoi faire quand la balle sera finalement à toi sur le terrain, il y a énormément d'enjeux stratégiques, mais en apparence, ça a l'air super simple, mais une fois que tu mets le pied dans le jeu, on dirait qu'il y a toujours quelque chose à apprendre parce que c'est beaucoup plus riche ou vaste qu'on pensait. Mais il y a aussi, on parle beaucoup d'ensoleillement, puis je pense qu'il y a une grande peur de faire geler nos plants, mais en contrepartie, il y a aussi des plantes qui veulent moins de lumière, puis que les sortir trop tôt, les mettre trop au soleil, ils vont brûler. Oui, bien ça, c'est l'acclimatation. Donc, effectivement, mon petit plant de tomate qui est depuis probablement 5 semaines ici à l'intérieur, si je le sors à l'extérieur aujourd'hui, présentement, il fait un beau gros soleil, un petit peu comme la peau d'un bébé, mais toutes les feuilles vont brûler parce qu'ils ne sont pas habitués aux rayons ultraviolets. Donc, il faut ce qu'on appelle les acclimater. Donc, ça va être de les sortir tranquillement. Là, je pourrais commencer avec des journées qui sont nuageuses, sortir quelques heures, surveiller, parce que des fois, les nuages, il y a une éclaircie, puis le soleil se pointe, puis d'y aller progressivement sur 6 à 8 jours, ou de jour en jour, on va les acclimater, on va les
les exposer à la lumière directe du soleil un petit peu plus pour s'assurer qu'ils tolèrent bien les rayons UV puis que les cellules de la plante se développent une résistance puis une capacité à absorber toute cette grosse lumière-là qui est vraiment plus forte que n'importe quel éclairage artificiel qu'on peut avoir dans la maison. Mm-hmm. En termes de... Là, on se rend compte qu'on a un apprentissage à faire pour chaque plante. Puis là, il y a aussi le niveau de combiner des plants, soit dans un espace ou dans un pot. Est-ce que pour des débutants, tu conseilles de garder les pots avec les espèces séparées pour justement éviter que des fois, certaines espèces avec une autre, ça ne va pas nécessairement... Ça peut profiter à une, mais pas à l'autre. Est-ce qu'on devrait garder ça simple, puis une espèce par pot, ça serait plus simple? Non, là, on parle de compagnonnage. C'est drôle parce que ça, c'est probablement un des sujets les plus galvaudés au niveau de la production de plantes. Il y a beaucoup de... Je m'amuse souvent à dire histoire de bonne femme et histoire de bonhomme. C'est vraiment pas genré comme truc, mais de dire « Ah, telle plante à côté de telle plante pousse bien ou ça pousse pas bien ». Si on s'attarde puis on fouille pour voir des données scientifiques probantes avec, selon un vrai protocole, il y a très, très peu de bénéfices ou de contre-indications. Donc, souvent, ça va être quelqu'un qui, un été, va avoir planté, par exemple, du basilic au pied d'un plant de tomate, qui va avoir eu des bons résultats, puis qui va avoir l'impression que c'est un bon compagnonnage. Il faut juste comprendre le processus de ces deux plantes-là. La tomate a besoin d'énormément de soleil, a besoin d'un sol riche. Souvent, on va lui donner beaucoup d'engrais. Le plant de basilic, au contraire, peut bien tolérer l'ombre. Donc, il va être au pied du plant de tomate. Il va bien profiter parce qu'il va avoir un peu de fraîcheur. Il va profiter des nutriments qu'on donne pour notre plant de tomate qui est exigeant. Donc, naturellement, ces deux plantes-là vont bien ensemble. On pourrait changer le basilic pour un plant de laitue qui ferait tout aussi bien l'affaire. Donc, au niveau du compagnonnage, souvent les gens, ça devient une source d'angoisse de dire « Hey, je peux-tu placer mes oignons à côté de mes patates? » Il faut juste comprendre la physiologie du plant. Les patates, ça va venir super gros. Si je plante mes oignons à côté, ils vont peut-être se faire couvrir. Donc, il faut regarder ça un petit peu. Donc, selon moi, il n'y a pas de contre-indication. Puis l'idée d'avoir de la diversité, par contre, dans notre espace de culture, que ce soit dans un pot ou dans un plus grand jardin, ça, c'est une bonne chose. Donc, d'avoir une variété de légumes pour que les différentes plantes puissent puiser les nutriments de manière un petit peu différente, puis d'essayer d'y aller, de dire, bon, cette plante-là a besoin de moins d'énergie, elle ne devrait pas mettre en péril mon plant de tomate. Je peux la planter à côté. Elle va bien tolérer l'ombre qui est là. Des éléments qui sont peut-être plus importants, c'est la rotation. Donc, de peut-être pas utiliser le même espace pour la même plante à chaque année. Parce que, par exemple, les tomates sont très sensibles à plusieurs maladies qui proviennent du sol, maladies fongiques ou bactériennes. Donc, de cultiver d'année en année des tomates dans le même terreau ou dans le même coin dans le jardin, je risque de développer une genre de pépinière à maladie dans ce coin-là. Donc, de faire des rotations, c'est propice. Si certaines espèces aiment... Oh, excuse-moi. Oui, vas-y. Bien, puis si certaines espèces aiment certains nutriments, bien, le sol va... Oui. À certains endroits, il va être vidé de certains nutriments, mais il va en avoir encore ailleurs. C'est ça. Puis souvent, bien, on va en profiter. Par exemple, je parlais des tomates qui sont exigeantes. Si on produit du compost, bien, je devrais donner mon compost qui est quand même riche en nutriments à ces plantes qui sont exigeantes-là. Je n'ai pas besoin de donner beaucoup de compost, par exemple, à des carottes qui ne sont pas exigeantes. Donc, si cette année, je donne beaucoup de compost à mes tomates qui sont dans un espace X, l'année d'après, je vais les déplacer. Je vais redonner du compost à cet endroit-là, mais il reste quand même des nutriments de l'année précédente où j'avais des carottes. Donc, là, si je vais être, par exemple, avec des choux ou des carottes, ben là, ils vont profiter des restants. Puis l'année d'après, ben, je pourrais y aller avec des plantes qui sont vraiment pas exigeantes, des laitues, des haricots, des choses comme ça, où là, je suis en mesure de nourrir mon sol, de faire une rotation, puis de profiter de l'espace que j'ai pour essayer d'éviter d'avoir des maladies récurrentes ou j'allais donner tantôt l'exemple des patates où
la dorifère, donc la bébite à patates, va souvent, en fin de saison, si vous en avez dans vos patates, ils vont se laisser tomber au sol, puis ils vont pondre leurs œufs. Les larves vont se développer dans le sol. Si à l'année d'après, j'ai mes patates à exactement la même place, quand ils vont sortir, ils ont la face dans le buffet. Là. Ah, je savais pas ça. Puis, est-ce que, pour parler du sol, en fait, tantôt, c'est vrai, tu l'expliquais, puis il y a une idée qui m'est venue. J'avais lu dans un livre, ça m'avait vraiment comme complètement changé ma perspective. Il disait, jardiner, c'est pas de nourrir la plante, c'est de nourrir le sol qui nourrit ta plante. Mm-hmm. Oui. Des fois, on l'oublie, puis j'ai l'impression que même au niveau de la valeur nutritive, quelque chose qui pousse dans un sol qui est faible va pas être aussi... Je sais pas s'il y a des études là-dessus, là, c'est juste une réflexion que j'avais eue, mais je me disais, si notre sol est appauvri, la plante, elle peut pas inventer les nutriments qu'elle a besoin pour nous nourrir. Oui. Entre autres, c'est un des enjeux avec la production à grande échelle où les sols ont tellement été épuisés. Là, ils sont arrivés avec des engrais de synthèse, qu'on va appeler les engrais chimiques. Où là, ben, ils vont donner ce que la plante a de besoin pour produire rapidement un fruit qui a une belle apparence. Mais le sol, à force d'être épuisé comme ça, ben là, le plant, il fait juste des beaux fruits, mais il n'est pas nécessairement résistant aux maladies. Donc, je vais arriver avec des fongicides. La plante, si elle n'est pas en bonne santé, plus propice aux insectes. Je vais arriver avec des insecticides. Donc, on se ramasse dans un cercle vicieux si on ne nourrit pas notre sol. À l'inverse, si on ajoute du compost, on prend soin de notre sol, c'est quelque chose de vivant. Là. Ça, les études travaillent, il y a plein de gens présentement qui travaillent là-dessus, sur la complexité du sol pour la bonne croissance, la santé, la résistance aux maladies, aux insectes, des plantes. Donc, effectivement, notre rôle en tant que jardinier, c'est vraiment de prendre soin de notre sol, qui est vraiment la base, l'enracinement pour nos plants, pour avoir tout ce que les plants ont besoin, parce que dans les engrais, on va avoir de l'azote, du phosphore, du potassium, mais ils ont, un peu comme nous, ils vont avoir besoin de fer, de manganèse, de calcium, etc. Donc, si on a un sol riche, avec tous ces nutriments-là, vont avoir des plantes plus en santé, puis effectivement, souvent des légumes qui sont plus nutritifs pour nous, parce que le but ultime, c'est vraiment de se nourrir. Mm-hmm. C'est vrai, hein, ça nous laisse encore, faut défaire les patterns qu'on a établis souvent en épicerie. On va choisir souvent le plus gros, le plus beau. Puis dans notre jardin, il faut remettre ça en perspective puis dire ben, le plus gros, ça ne sera pas nécessairement le plus nourrissant. Puis j'ai l'impression que les saveurs ne sont pas les mêmes. On a l'habitude, comme à nos yeux, une carotte, ça goûte tout le temps la même affaire, mais j'ai l'impression que selon le sol ou comment la carotte a poussé, les saveurs ne seront jamais exactement les mêmes. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu remarques toi, dans les différents endroits que tu as fait un jardin, que des fois les épices ou les légumes ont une petite saveur qui les distingue selon l'endroit où ils ont poussé? Oui, là, c'est difficile à dire parce que je dirais que c'est souvent, on tombe dans de la perception. Là, il faudrait le faire de manière systématique, prendre la même variété, par exemple, de basilic, la mettre dans des endroits différents, puis le tester à l'aveugle. Probablement. Je suis assez porté sur d'y aller avec des données qui sont probantes avec des tests pour être capable d'énoncer des informations. Mais effectivement, si notre sol est en santé, notre plante est belle, puis on a du plaisir à jardiner, la tomate, elle va goûter meilleur. Ah, ça, c'est sûr. C'est l'ingrédient, l'amour, là. Ça fait tout goûter bon. Mais oui, non, la réflexion sur les saveurs m'était venue. J'avais regardé l'émission de Chef's Table de Dan Barber, qui est le Blue Hill Farm. Je ne sais pas si tu connais. Non, c'est un des chefs qui fait du farm to table, dans le fond. Fait qu'il a son restaurant, mais il a aussi fait sa ferme en entier. Puis il a décidé de faire justement, de commencer à faire presque de la recherche sur les espèces. Puis il avait mandaté une des personnes de son équipe de développer, mettons, une courge, mais pour sa saveur et non pas sa taille ou son look. Oui. Fait que de dire la plus petite courge, même si elle est super petite, comment les saveurs peuvent être encore plus développées. Puis là, ça avait rajouté un autre maillon dans ma tête sur, OK, comment évaluer genre mes objectifs quand je fais pousser des choses. Est-ce que c'est juste le look, le goût, en tout cas. Fait que c'est peut-être des tests que je vais essayer moi-même. Fait que, c'est certain que dans cette optique-là, c'est vraiment, souvent, ça va être ça va être la variété. Donc, par exemple, pour les tomates, on va avoir
Probablement que sur la planète, il y a 15 000 variétés disponibles de semences de tomates qui sont complètement différentes. On connaît les tomates d'épicerie, les rouges, les petites tomates cerises, mais il y en a des milliers de variétés de tomates. Les entreprises commerciales, depuis des années, développent ce qu'ils veulent. Eux autres, c'est des fruits qui ont toute la même taille pour en rentrer, par exemple, 42 dans une caisse. Ils vont passer 10 jours en transport du producteur au Mexique ou au Chili ou des choses comme ça pour se rendre sur les marchés nord-américains. Donc, ce qu'ils veulent, c'est des fruits qui sont rouges égales, qui ont toute la même taille et qui vont bien tolérer le transport. Ça, c'est des variétés qui ont été développées, mais il y a plein d'autres variétés qui ont été développées pour la résistance aux maladies, pour la saveur, pour être bien adaptées à notre climat, etc. Donc, tantôt, je parlais des semenciers québécois. La majorité vont travailler des variétés qui ont des caractéristiques que nous, on veut, là, d'avoir une bonne saveur et la résistance aux maladies. On s'en fout que notre tomate elle soit un petit peu croche, même à la limite, on va trouver ça plus chouette que d'avoir une tomate qui goûte le styrofoam à l'épicerie, là. Donc, effectivement, oui, là c'est vraiment au niveau de la sélection des variétés. Donc, quand on choisit nos graines de tomates, d'y aller avec des semences selon ce qu'on veut ou notre réalité climatique également. C'est là qu'il y a un autre facteur d'émerveillement qui revient, là, juste de voir toutes les sortes de tomates différentes qu'il peut avoir ou les sortes de maïs, c'est juste fascinant. On oublie que, c'est ça, on est dans une société de monoculture, là, où on a l'habitude qu'un aliment, c'est associé à une espèce, mais on oublie qu'il y a chaque aliment, il y a plein d'espèces possibles, mais on a juste été habitué à la longue de manger une chose. Oui, et puis on comprend qu'au niveau commercial, industriel, c'est plus simple de fonctionner avec des variétés qui répondent à leurs critères de commercialisation. Si moi, mes tomates qui sont super savoureuses dans mon jardin ici, si je les cueille à maturité, ils vont pouvoir se conserver 3 jours. Donc, dans la chaîne d'approvisionnement qu'on a actuellement, avec les grands distributeurs, les grandes chaînes alimentaires, 3 jours, c'est impossible de rendre ça à destination puis qu'il soit tout vendu. Il va y avoir énormément de pertes, donc c'est pas rentable. De là, de produire soi-même ses légumes ou de faire affaire avec des maraîchers à proximité, les réseaux courts de distribution, fermiers de famille, les paniers, où là, on va avoir vraiment des légumes qui sont produits pour leur saveur, pour leur richesse gustative, beaucoup plus que ce qu'on va retrouver dans les grandes chaînes. Ça, on vient à la qualité du sol pour les gens qui font du jardinage en bac. Là. Comme là, c'est ma situation où j'ai toutes mes bacs de l'année dernière avec ma terre dedans parce que je m'en suis pas départie. Il y a certains pots qui ont encore des racines, des plantes que j'avais coupées. Comment est-ce que je m'assure de nourrir la terre adéquatement? Est-ce que je serais mieux, mettons, de la renouveler au complet ou de juste injecter du compost? Comment, mettons qu'on veut éviter les engrais chimiques. Oui. Fait que quelqu'un qui a pris un petit balcon plein de terre, année après année, qu'est-ce qu'on fait? Comment on renouvelle la terre? Bien, dépendamment, ça fait combien de temps? C'est quoi le terreau que tu avais utilisé? Par exemple, si c'était l'année passée, tu avais pris un terreau de bonne qualité, tu pourrais simplement, s'il y a encore de l'espace, tu pourrais simplement rajouter une bonne couche de compost sur le dessus. S'il y a des pots où tu sais que dans ceux-là, tu veux faire pousser des plants qui sont très exigeants, tu pourrais retirer une partie du terreau, en rajouter du nouveau et rajouter du compost. Fait que il y a quand même un petit peu de gestion. Puis là, si tu es sur un balcon avec le restant de terre que tu as, ben, si tu n'en as pas trop, tu peux simplement aller dans ton quartier. S'il y a un parc ou un terrain gazonné, tu peux aller simplement l'étendre en fine couche. Ça va disparaître en dedans de quelques jours avec la prochaine pluie. Mais oui, effectivement, il faut penser à un certain renouvellement du terreau quand on est en petit contenant. Ça, c'est un autre facteur peut-être qu'on ne se rend pas compte. Si on réutilise toujours la même terre, qu'année après année, la même plante au même endroit va peut-être moins bien pousser, mais on ne se rend pas compte que ces ressources sont épuisées. C'est ça, surtout en contenant où là, l'apport en nutriments par le sol est plus difficile. Quand on est en pleine terre, bon, il va y avoir plein de micro-organismes, des insectes qui vont brasser le sol, qui vont remonter
plus près de la surface, plus près des racines, des nutriments qui sont plus profonds. Mais en contenant, c'est beaucoup plus restreint comme élément nutritif. Donc, on a à pallier à ça avec du terreau de bonne qualité, un apport en compost, puis souvent également d'y aller avec un apport en engrais idéalement naturel. Mm-hmm. Fait que, on avance dans le guide, on a couvert un petit peu la sélection d'espace, le calendrier, les espèces. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou ressources de base qu'une personne doit considérer si elle démarre son premier potager cette année? Observer. Mais dans les affaires que les gens ne font pas, il y a des changements de paradigme au niveau de notre vision d'un jardin. On a souvent la vision de ce que nos grands-mères, nos grands-pères faisaient, où on avait un grand espace avec un rang d'oignons, une allée pour circuler, un rang de carottes, une allée pour circuler, des betteraves, etc. Où là, ce qu'on a, c'est un espace pour nos pieds. Parce qu'on va prendre plus d'espace pour nos pieds que l'espace pour faire une rangée de carottes. Donc, d'y aller avec des planches qui sont plus larges. Souvent, ce qu'on dit aux gens, c'est gardez une longueur de bras. Si votre bac est surélevé, bien, restez debout. Si vous êtes en pleine terre au sol, accroupissez-vous pour être confortable. Regardez c'est quoi la largeur que vous êtes capable d'atteindre. Puis travaillez ces surfaces-là avec une densité de plantation qui est plus grande. Donc, d'y aller, par exemple, avec si j'ai une allée qui a 75 cm ou à peu près 26 pouces, ben, je peux avoir des carottes à toutes les 2 pouces pour couvrir toute cette superficie-là, où je vais avoir quand même de la facilité à la main si j'ai des interventions à faire. Mais cette partie-là, je ne vais pas circuler dessus. Donc, je ne vais pas le compresser le sol parce que les racines ont également besoin d'oxygène. Quand les tomates, les carottes vont pousser, les feuilles vont faire ce qu'on appelle une canopée. Donc, on le voit un petit peu ici. Ça va faire un couvert végétal qui va conserver l'humidité, donc moins d'arrosage. S'il y a moins de lumière qui se rend au sol, je vais avoir moins de germination de mauvaises herbes. Moins d'eau de ruissellement, parce que si on fait des petits butons pour circuler entre chaque, bien, l'eau, elle va ruisseler, donc elle va drainer les nutriments. Donc, d'y aller vraiment avec des planches larges, faire le moins d'espace possible pour nos pieds. Fait que ça, c'est quelque chose que souvent les gens ils s'imaginent mal, mais ce qu'ils essaient de reproduire, c'est les rangs qui sont produits par la machinerie agricole. Un tracteur, il n'a pas le choix de faire des rangs d'oignons quand il sème des oignons, des rangs de carottes ou des rangs de choux, parce que les disques, les semoirs sont faits comme ça, puis ils s'en vont de manière linéaire. Quand on travaille à la maison, on n'a pas à reproduire ça. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens doivent changer dans leur vision. L'utilisation d'un paillis, donc d'avoir toujours un sol qui est couvert. Donc, sauf quand on fait des semis directs, là, par exemple, les semis de carottes, mais aussitôt que les carottes sont poussées ou si je repique mes plants de tomates, s'assurer de couvrir le sol avec des matières organiques, que ce soit des feuilles mortes qu'on a récupérées à l'automne ou même encore à ce temps-ci de l'année, au printemps. Les gens font souvent le ménage de leur terrain. Il reste des résidus. On peut faire une belle couche de paillis sur le jardin. Si les gens font la tonte de pelouse, qui soit fraîche ou séchée, on peut les mettre par-dessus. Donc, de toujours avoir en surface des résidus végétaux qui vont protéger le sol, empêcher la germination parce qu'il n'y a plus de lumière qui se rend directement au sol. Et puis, en plus, un apport de matière organique pour les micro-organismes qui sont dans le sol. Donc, ça, c'est quelque chose où les gens, souvent dans leur tête, un sol de jardin, ça devrait être tout propre. Ouais. C'est ça. Fait qu'il faut changer cette vision-là, où on peut même, si on cueille des carottes, les feuilles de carottes, si on ne les mange pas, on peut simplement les déposer sur place. Donc, là, c'est vraiment notre vision du jardin où on peut voir, oui, des vieilles feuilles de laitue, des queues de carottes mélangées avec des feuilles, des choses comme ça. C'est un sol qui va être vivant en faisant ça, plutôt que d'avoir un sol qui va être mort parce qu'on ne l'a pas couvert, parce qu'on a voulu avoir de la petite terre propre, brune, en air, où là, on a de la job à désherber ça pratiquement au quotidien. C'est vrai, notre notion de propreté moderne, c'est pas en adéquation avec la nature, qu'il n'y a rien de perdu jamais dans la nature. Tu sais, juste ce que tu viens d'expliquer, ça nous rappelle le classique, le cycle des choses qui meurent va nourrir le reste, tu sais.
Ou simplement, puis on enlève tout ce qui peut mourir ou pourrir en se disant, ben c'est comme pour un souci esthétique, mais on oublie que ça, c'est nourrissant, puis après, on paye pour acheter de l'engrais ou des choses externes à ça, tu sais. Exactement. Exactement. Donc, il faut en retourner le plus possible au sol. Il faut penser un peu à avoir, si on marche en forêt, le sous-bois. On va avoir différentes strates, puis il va y avoir des dépôts des feuilles de l'année précédente. Il va y avoir des plantes qui vont avoir poussé rapidement au printemps, qui vont mourir. Il va y avoir, c'est un sol qui est riche, qui est meuble. On sort du sentier en forêt, puis aussitôt qu'on met les pieds, on se dit « Ah, wow, c'est tellement confortable! » C'est ce qu'on veut dans notre potager, idéalement. Mm-hmm. Est-ce que c'est pour les plantes d'intérieur, parce que des fois, j'ai des petites feuilles mortes pour mes plantes ou, tu sais, quand justement je fais du jardinage, j'ai ces excès-là à mettre quelque part. Une de mes craintes, c'est vrai qu'il y avait un souci de dire, OK, je veux que mes bacs restent propres, mais il y avait aussi est-ce que ça va attirer des insectes ou est-ce que ça va pourrir puis nuire à la plante? Fait que, est-ce qu'il y a des contre-indications sur ce qu'on peut laisser en surface? Oui. Je dirais, si toutefois vous avez une plante qui est malade, donc par exemple, on parlait tantôt des maladies des tomates, si vous avez des maladies qui sont bactériennes ou des champignons sur les feuilles, idéalement, effectivement, on ne les mettra pas sur le sol. Donc, on est mieux à ce moment-là même de les jeter, même pas de ne pas les mettre au compost. Sinon, en surface, tout ce qui vous paraît sain, il n'y a aucun problème. Les choses qu'on essaie d'éviter, par exemple, on ne videra pas directement sur la surface de notre jardin. Je mange un cantaloupe, toutes les graines qui sont à l'intérieur, c'est sûr et certain que si je les mets directement dans le jardin, vous risquez d'avoir une belle plantation de jeunes pousses de cantaloupe en saison ou l'année suivante. Donc, tout ce qui est graines, ce qui contient des graines, si vous faites de la sauce tomate, vous enlevez les pépins des tomates, à ce moment-là, on va remettre ça dans le compost pour que le processus de compostage détruise les semences ou au moins les fasse germer, mais ça va être brassé, puis il va y avoir moins de risque d'avoir des surprises l'année d'après quand on va utiliser notre compost. Donc, je dirais que ce seraient les seules contraintes, mais dans mon jardin, si je mange une banane, c'est sûr et certain que la pelure de banane, elle s'en va directement en surface du potager. Il faut changer, comme tu disais tantôt, notre vision de ce qu'est un jardin, parce que pour certaines personnes, de passer dans une allée, puis de regarder le jardin, puis de voir 2-3 pelures de bananes qui sont en train de se décomposer, ça peut être choquant. Pas choqué où les gens vont être frustrés, mais ça peut être surprenant pour les gens, mais c'est le genre de truc qui peut se faire. Au niveau des insectes, ça peut, dans une certaine mesure, attirer certains insectes indésirables, mais la plupart du temps, il va se créer un équilibre. Puis les matières qui sont en décomposition vont souvent plus attirer des insectes qui sont bénéfiques. Donc, par exemple, on va voir peut-être plus de cloportes, de centipèdes, ces petits insectes-là qui vont travailler à décomposer les matières. Ça peut également devenir une place où il va y avoir des insectes qui vont devenir des ravageurs, mais des insectes qui vont manger des plantes qui sont très, très vertes sont rarement les mêmes que ceux qui vont manger des matières en décomposition. Ah, c'est intéressant. Juste de savoir ça, c'est déjà instructif. Est-ce qu'en ville, il y a un manque de biodiversité? Bien, déjà là, dans nos bacs, on n'a pas de vers de terre. Oui. Puis je ne sais pas s'il y a un manque de biodiversité en ville par rapport à ce qu'on pourrait voir en banlieue ou en campagne qui fait que, justement, si on met trop de matière organique pas encore complètement digérée, que le processus ne va pas se faire pleinement. Tu sais, est-ce qu'on serait mieux de justement faire du vermicompostage puis cette terre-là, la remettre dans les pots? Bien, peut-être. C'est sûr que la biodiversité dans un contenant, par exemple, si j'ai un contenant de 4 litres en terracotta sur mon balcon avec un plant de romarin dedans, c'est sûr qu'il n'y a pas une grosse biodiversité, là. Quand même, je mettrais ma pelure de banane en surface. Pas sûr que ça va bien se dégrader. Donc, il y a certaines contraintes, effectivement, en contenant. C'est sûr que si les gens ont des plus gros bacs, même s'ils sont hors sol, on peut le faire un petit peu, mais là, j'irais peut-être plus avec genre des résidus de gazon ou simplement les feuilles je parlais tantôt des queues les feuilles de carottes. C'est le genre d'affaire qui peut quand même bien se faire. C'est sûr que ça va se dégrader moins vite, mais c'est pas nécessairement obligé. Mais tout ce qui est petit contenant,
c'est peut-être moins... À ce moment-là, effectivement, le compost ou le vermicompost, c'est des belles opportunités pour recycler les nutriments qu'il y a dans ces parties-là. Je vois qu'on commence à boucler la boucle de dire on a produit quelque chose, puis là, les résidus, on les réinjecte dans le système. Ouais. Il y a quelque chose de beau de comprendre toute cette chaîne-là, en fait, puis de la vivre soi-même à la maison. Je vois que le temps passe. Je vais avoir le temps de poser les quelques questions qu'on a reçues du public. Avant de rentrer dans la section du public, est-ce qu'il y a d'autres éléments clés du guide, soit des problèmes communs ou des choses à réfléchir que... Je sais que c'est ça le sujet, on pourrait continuer pendant des heures encore, là. Mais est-ce que, mettons, à ce temps-ci de l'année, pour ce qui est des... là, on est début mai, fait qu'il n'est pas... les gens peuvent encore partir des semis. À l'intérieur, oui, il y a des affaires que c'est un petit peu tard. Tu sais, c'est sûr, si les gens veulent avoir des poireaux, c'est vraiment trop tard. Les piments aussi. Fait qu'à ce moment-là, c'est peut-être de se tourner vers les centres jardins pour acheter des plants qui sont déjà partis. Ou peut-être vous avez des amis qui ont des surplus. Là. Moi, c'est sûr et certain que j'ai plein d'amis et de voisins qui attendent de voir ce qui va me rester. Mais il y a encore le temps de faire certains semis à l'intérieur qui peuvent être, je pense, aux concombres, courges, certaines laitues, les choux. Et c'est toutes des variétés qui peuvent être semées aussi directement au jardin. On parle de Trois-Rivières, Montréal. Montréal, c'est peut-être une semaine et demie, 2 semaines d'avance sur Trois-Rivières. Si les gens sont dans des climats encore plus froids, ben, il est encore temps de planter certaines autres variétés de légumes là, à l'intérieur. Puis je pense une question qui vous... procurer un calendrier, ça va vous donner des bons indices. Oui, c'est bon. Je pense que c'est ça que je vais faire, le calendrier. J'en ai jamais eu, mais je me rends compte à quel point ça simplifie de faire le cycle de vie d'une espèce puis de le combiner. Je pense que c'est des outils que vous offrez dans le guide. Dans le guide, on a un calendrier qui est adapté à Trois-Rivières. Donc, les gens sont en zone 4B, 5A. Pour eux, ça va aller. Sinon, sur notre site web, dans la section ressources, on a mis des liens vers des calendriers, entre autres un semencier qui est le Jardin des Coumènes, qui ont des calendriers gratuits sur leur site web, qui sont super bien faits, avec ils indiquent bien, là, peut-être le remontrer, ils indiquent bien les semis à l'intérieur, ce qui est semis direct, les périodes de récolte, etc., etc. Donc, c'est un bel outil pour apprendre, puis un guide là, pour notre planification de jardin. Génial. On va mettre les liens dans la fiche si les gens ils vont pouvoir, après avoir vu l'épisode, aller directement cliquer là-dessus. Donc, question du public, nos premières. On a Marie-Pierre qui demande quel semis peut-on partir avec ce que nous avons dans la cuisine? Comme, j'imagine, les graines, les fruits, les légumes qu'on aurait. Je vais essayer de faire une réponse courte parce que vous parlez de comment que par exemple, les tomates se reproduisent. C'est une belle expérience à faire. On peut avoir des belles surprises. Effectivement, les graines de tomates, ça se fait super bien. Il faut juste penser que souvent, les tomates qu'on a à l'épicerie, ils ont été produits en serre ou dans des climats qui sont différents du nôtre. Donc, les plants vont peut-être être plus ou moins bien adaptés à notre réalité climatique. Mais solution économique, ça se fait très bien. Donc, si vous avez des petites tomates cerises, des tomates jaunes, tomates rouges d'épicerie, vous pouvez toujours l'essayer. Il ne faut peut-être pas avoir des attentes trop élevées. Ça se fait bien. Souvent, les gens vont parler des courges. Les courges sont super sensibles à la pollinisation croisée. Donc, butternut, buttercup ou hubbard peuvent se croiser. Souvent, les producteurs vont avoir ces variétés-là dans leur champ. Donc, on risque d'avoir des hybrides naturels qui peuvent être surprenants. Mais ça se fait aussi, mais encore là, c'est encore plus variable que pour les tomates. Okay. Sinon, des semis à l'intérieur, je dirais de vous trouver quelques semences. Faites un appel à vos amis, à vos voisins, parce que souvent, dans les sachets de semences, on va en avoir beaucoup trop pour le petit potager qu'on a sur notre balcon. C'est souvent de se partager des semences qui peut devenir être une belle alternative. Sinon, ben, c'est de réutiliser des contenants qu'on a à la maison, barquettes de champignons, pots de yogourt. C'est des solutions qu'on a à portée de main facilement.
s'assurer de mettre des trous dans le fond puis d'utiliser un terreau qui est propice au semis. C'est une question justement de Isabelle et Joanie sur comment planifier ses semis. Fait qu'on en a parlé pendant le podcast. Mais la question aussi, c'est quoi les bonnes techniques pour pas noyer ses plants? Fait que dans le fond, des trous pour que l'eau s'écoule. Est-ce que je suis jamais certaine, mais est-ce qu'on doit mettre autre chose dans le fond que de la terre? Est-ce qu'on doit mettre des roches comme du sable ou... Au niveau des semis ou à l'extérieur? Au niveau, mettons, des semis. Le semis, non. Le semis, on y va vraiment avec un terreau. Là, j'en ai pas ici. Mais le terreau à semis, il est très, très léger. Là, ça contient beaucoup de mousse de tourbe, un petit peu, à peine de nutriments. Ça contient de la perlite. C'est quelque chose qui est très léger, qui va bien garder l'humidité, mais qui va permettre facilement que l'eau s'écoule. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Pour la germination, les plants n'ont pas besoin d'engrais. Ils n'ont pas besoin de terre qui est très riche. C'est vraiment, là, il faut penser à quelque chose de très, très fluffy pour qu'il garde l'humidité, pour que la graine elle ait assez d'humidité pour germer, puis que les racines se développent super facilement dans le terreau. Les racines ont besoin d'humidité, mais ils ont également besoin d'air. Donc, si notre terreau il est trop humide ou la terre est trop dense, il n'y a pas d'oxygène, les racines risquent de pourrir. Donc, il faut garder une bonne humidité, mais sans que ça soit détrempé. Puis, c'est ça. Fait que la règle du pouce, c'est que si on met notre pouce puis l'eau dégouline, c'est... c'est quand on prépare notre terreau, c'est je dirais d'en prendre une poignée. Si vraiment ça dégouline, là, c'est vraiment trop humide. Au niveau de la préparation, puis je vous dirais que quand on fait le terreau puis que le terreau a la bonne densité, c'est essayer de fixer dans notre cerveau le poids de la barquette sans les plants pour voir à peu près, OK, ça, c'est la bonne humidité. Il pèse comme ça. Des fois, on prend des contenants avec des pouces puis on sent que c'est vraiment léger. Là, c'est souvent le temps d'arroser. Puis de laisser sécher en surface entre chacun des arrosages pour ne pas développer de champignons en surface du terreau pour les semis. Puis j'imagine qu'encore une fois, il faut lire le sachet parce qu'il y a des graines qui peuvent être laissées en surface puis d'autres qui doivent être mises dans la terre en plus profondeur. Oui, ça c'est souvent, ça va être majoritairement identifié sur les sachets de semences. Je dirais que la règle générale pour les graines, c'est de la profondeur, c'est 3 fois la taille de la graine. Donc, si une graine de chou, par exemple, ou de radis, c'est tout petit, ça a à peu près 1 millimètre. Je vais simplement couvrir d'une fine, fine couche de terreau. Si je vais avec une grosse semence de haricots, bien là, ça va être 3, 4, 5 cm dans le sol parce qu'il y a assez d'énergie dans la graine pour être capable à la fois développer la première racine et le germe pour se rendre en surface. Il faut comprendre que la graine, c'est une réserve d'énergie pour... Donc, si je prends une graine minuscule puis je la mets à 5-6 cm dans le sol, il n'y aura pas assez d'énergie pour se rendre en surface pour commencer à faire de la photosynthèse. Puis pour revenir sur les graines de fruits et légumes de maison, on peut tester avec n'importe quoi, tout ce on peut récolter les graines de tout puis le tester, voir s'il y a quelque chose qui pousse. Est-ce que, mettons comme des pommes ou, tu sais, l'arbre ne va pas pousser vite, mais... Oui, c'est ça. Tu sais, dans les graines qu'on va voir à la maison, par exemple, concombre. On va acheter certains concombres, là, pas nécessairement des concombres anglais, mais les concombres qu'on appelle plus de champ, ils vont contenir des graines. Mais là, il faut comprendre que ce fruit-là qu'on mange, il n'est pas mature. Un concombre mature va être à peu près gros comme ça, puis il va être jaune. Là, les graines sont matures. Là, je ne pourrais pas utiliser des graines d'un concombre que je mange. OK. Ces graines-là ne fonctionneront pas. Si on y va avec les pommes, la majorité des pommiers doivent être greffés. Donc, si on part de pépins de pommes pour avoir des pommes, première des choses, ça va prendre 7 à 10 ans avant d'avoir des pommes. Puis, c'est pas parce que je plante un pépin de pommes Macintosh que ça va me donner des graines des pommes Macintosh. Ah, ça, je savais pas. Je pense que c'est un autre pan qu'on pourrait explorer pendant longtemps. Mais de garder en tête finalement que moi, je pensais qu'on pouvait tester avec un peu tout, mais tu me fais réaliser que non. Mais au niveau de si on trouve les espèces qui se préservent, dans le fond, y a-t-il une technique spécifique pour les graines? Il faut les faire sécher, puis ça peut être emmagasiné dans un conteneur hermétique jusqu'à l'été, là.
faut comprendre que la reproduction des légumes, c'est très, très, très varié. Dans le cas des tomates, je dirais que ça, puis les haricots, c'est l'affaire la plus facile pour commencer si on veut récolter nos graines d'année en année, en raison de la physiologie de la fleur. La fleur de tomate va contenir à la fois les organes mâles et femelles. Donc, c'est une plante qui est auto-fertile. Puis en plus, la corolle, donc la place où sont les organes, c'est fermé. Donc, il n'y a pas une abeille ou un bourdon qui va sur une fleur de tomate va pratiquement pas ramasser de pollen. Lui, c'est plus les vibrations de sa présence qui va faire que le fruit va se polliniser. Donc, je n'ai pas d'échange d'ADN avec une autre variété. Contrairement aux concombres, par exemple, tantôt je parlais que les courges, les concombres sont dans la même grande famille botanique, sont très sensibles à la pollinisation croisée. Sur un même plan, on va avoir des fleurs mâles, des fleurs femelles, puis on va avoir besoin de d'autres plants pour polliniser, puis les fleurs sont ouvertes. Donc, c'est sûr, j'ai besoin d'insectes. Donc, c'est sûr que je vais avoir beaucoup plus de mix génétique dans la famille des concombres ou des courges qu'avec les tomates. Les graines de tomates, on les laisse tremper dans l'eau. Si les gens veulent l'essayer, on les laisse tremper dans l'eau. La petite gélatine qui est autour des graines va se décomposer. On laisse ça 3-4 jours. Ça va faire une petite mousse. Ça va pourrir finalement. Puis après ça, on les laisse sécher sur un papier ciré. On les entrepose à la noirceur puis on peut les réutiliser facilement l'année d'après. Mm-hmm. Tu me fais réaliser exactement ce que tu disais. Ça fait 25 ans que tu es jardinier. Puis tu sens que maintenant, tu vois tout ce que tu ne connais pas. Oui, c'est ça. Tu vois, on a récolté des questions pour les gens, mais je pense qu'il y a encore plus de questions qui émergent parce que c'est juste une exploration. Fait que finalement, j'ai l'impression que la clé, c'est juste d'adopter une posture de curiosité, de patience, puis à chaque fois qu'on a une petite question, de l'adresser, chercher des réponses, puis des organismes comme le vôtre, justement, essayer de patiemment récolter des réponses à des questions principales. Pour terminer, j'ai une question sur comment éloigner les écureuils. Oui, c'est un gros défi, je crois. Faut comprendre que les écureuils sont agiles, sont déterminés, puis ils s'adaptent beaucoup. Donc, c'est quand même un enjeu. Il y a plein de solutions. Souvent, c'est de faire un cocktail. On va parler de poivre de Cayenne en surface, du terreau. Mais il faut répéter parce que quand ça va être mouillé, ça va être moins efficace. Il y a des odeurs d'ail. L'engrais de fumier de poule peut éloigner certains écureuils. Des fois, il faut mettre des grillages. Donc, c'est de faire une cage autour de son petit potager. C'est ça. Il faut penser que l'écureuil, il risque de s'habituer. Donc, il va se rendre compte que, ouais, il y a peut-être du poivre de Cayenne ou de la cannelle qu'on peut saupoudrer en surface qui va l'éloigner un petit bout de temps, mais il va se rendre compte que c'est pas dangereux, fait qu'il va quand même aller... Fait qu'il y a des affaires qui peuvent faire du bruit, donc des fois on voit des assiettes d'aluminium qui sont attachées, mais c'est ça, il n'y a pas de solution miracle outre que de mettre vraiment, faire un enclos en broche autour de son potager, dans le cas d'écureuils qui sont très, très persévérants. Mon père, c'est Judicaël qui posait la question, mais mon père, à chaque fois qu'on va chez lui, il nous montre ses mangeoires puis ses cabanes à oiseaux puis ses stratégies pour éloigner les écureuils. Puis effectivement, c'est pas long que l'écureuil s'habitue puis trouve un endroit où sauter de la mangeoire jusqu'à sa corde à linge pour aller rejoindre une autre affaire. Puis finalement, c'est comme de challenger. Je pense qu'il faut que ça devienne presque un jeu de... ça, puis ben là, après ça, on pourrait dire, bon, ben ça peut être... les chats, si on a des chats dans notre environnement, les chats vont faire fuir un peu les écureuils. Ici, c'est pas si pire à Trois-Rivières, on a moins de problématiques avec ça. C'est un enjeu, mais pas si grave là, que pour des amis qui jardinent à Montréal. Je sais que c'est vraiment des fois très problématique parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des récoltes en raison de la persévérance de nos petits amis écureuils. Bon. J'avais d'autres questions, mais vraiment, le temps file, puis je me rends compte que c'est une exploration sans fin. Fait que je vais inviter les gens, en fait, aussi à vous suivre.
Vous avez plusieurs capsules éducatives. Vous avez un guide écrit. Fait que si les gens, dans le fond, ça serait quoi les meilleures façons de vous rejoindre, que ce soit sur votre site web ou les médias sociaux? Oui, il y a le site web. On a une belle section ressources. Donc, ça va être sur, j'imagine, vous allez indiquer les liens sous la capsule. La section ressources, vous allez avoir des informations pertinentes sur par où commencer un potager. Le guide est disponible. Je le mentionnais tantôt, l'accès au calendrier, comment découvrir sa zone de rusticité. On est actif aussi sur Facebook principalement. Donc, nos capsules puis nos interactions avec notre clientèle se passent plus là. On a une chaîne YouTube où on met nos vidéos. Je dirais que c'est pas mal ça. On poste à l'occasion, mais très peu sur Instagram. On va essayer de s'y mettre de manière plus récurrente, mais c'est ça. Nos journées ont seulement 24 heures. Oui, on comprend. Puis éventuellement, ben, les événements vont reprendre parce que, comme tu disais, votre expertise, c'est l'aspect pédagogique. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, dans les prochaines semaines, ben, là, on se croise les doigts pour que la situation de la pandémie se place le plus rapidement possible. Mais comme là, on travaille sur des jardins publics ici à Trois-Rivières où on va travailler, entre autres, des panneaux d'information que les gens vont pouvoir consulter de manière autonome lors de marches ou des choses comme ça, plutôt que d'y aller avec des ateliers de groupe. OK. On essaie de c'est bien. Finalement, on garde en tête que votre offre, votre catalogue de connaissances va continuer de grandir. Bien, finalement, on essaie de répondre aux besoins des gens de la région ici, à Trois-Rivières et en Mauricie, pour les accompagner le plus possible dans leur expérience de jardinage puis de prise en charge de leur impact sur leur environnement. Mm-hmm. Bien, merci beaucoup pour votre travail. J'étais super heureuse de découvrir votre organisme, d'avoir la chance de te parler. J'ai déjà des bons trucs pour améliorer mon potager cette année. J'imagine que les gens doivent t'envoyer des photos de leur succès quand ils sont contents de ce qu'ils ont accompli. Fait que je vais me mettre une note mentale de prendre en photo puis de partager ce qui a marché grâce à tes conseils aujourd'hui. Bien, c'est bon. Puis souvent aussi, ça sert de l'idée de prendre des notes ou de prendre des photos. Des fois aussi, ça nous aide l'année suivante de dire « Ah, finalement, comment que c'était mes plants de concombre à telle date? Je suis en avance ou je suis en retard, etc. » Donc, l'idée de bâtir son propre catalogue d'expérience, c'est quand même quelque chose qui est utile pour les années qui vont suivre. C'est vrai, ça a l'air anodin sur le coup, mais après, tu remontes dans le temps, puis on voit l'évolution des choses, puis ça aussi, c'est super encourageant. Tout à fait. Surtout, c'est d'avoir du fun à jardiner, là. Donc d'impliquer la famille, les enfants, garder ça dans le plaisir, là, c'est vraiment, je pense, selon moi, c'est vraiment la clé du succès. Ou si, à partir à la découverte de ça, bien, si on a de l'enthousiasme à découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles variétés de légumes, des nouvelles manières de fonctionner, bien, c'est génial, puis ça devient contagieux auprès des enfants, des voisins, de la famille. Mm-hmm. De laisser aller l'anxiété de performance qu'on s'inculque dans tellement de sphères de notre vie, que le jardinage ne devient pas juste un autre aspect où on pense en termes de production puis d'efficacité tout le temps. Puis, Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est vraiment l'idée. Tu parlais tantôt de se reconnecter à la nature. Je pense que c'est un beau prétexte pour avoir les mains sales puis être content de la journée qu'on a passée à l'extérieur. Puis en plus de savoir, de vivre l'espoir de dire « Ah, je vais avoir vraiment des bonnes tomates et je vais pouvoir me faire une belle salade bientôt. » Ah oui, les salades d'été, c'est les meilleures. Comme tu dis, il n'y a rien qui goûte meilleur que ce qu'on a fait pousser nous-mêmes. Tout à fait. Merci beaucoup, François. Je suis sûre que les gens vont être super heureux d'écouter ça. Et puis, en plus de savoir qu'ils vont pouvoir vous suivre pour avoir encore plus d'informations. Super. Bien, je te remercie beaucoup. Passe une belle fin de journée. Bye.